Moi j'aime bien les t-shirts moulants. Quand tu le matin, tu me vois direct, tu sais que bon, je ne veux pas porter les trucs cintrés. Du coup, j'aime les trucs bon, qui ont plus d'espace et je me sens libre dans ma peau. Et puis les trucs qui sont à la mode. On est jeune avec le temps, bon, tu dois sortir, faire des trucs. Donc ce que tu dois porter, faut que ça soit un peu drip. Quand on te voit, on sait que bon, toi, tu connais. Ouais, c'est ça, les casquettes, les t-shirts, les pantalons, les chaussures et tout. Le style vestimentaire que moi je préfère, c'est les chemises en soie ou bien en satin et puis les jeans. C'est parce que c'est ample et tout. Et puis j'aime bien aussi les t-shirts sur les jeans. J'aime bien les jupes aussi avec des tops. Moi j'aime bien ça parce que d'abord c'est ample, je suis à l'aise dessus. Et puis je trouve que c'est sexy aussi. Ça montre bien mes formes et tout. Voilà, les jupes avec top. Les chemises, c'est professionnel, ça va partout, je trouve. J'aime beaucoup plus le style classique, c'est-à-dire les t-shirts, les bombas. Ça dépend aussi de la tendance. Et aussi les chemises en soie et autres. Parce que ça reflète un peu plus ma personnalité. Je suis du genre ne pas porter des trucs serrés. Je suis du genre relax quoi. Donc je préfère plus mettre les bombas, les t-shirts. Et voilà. Nos jeunes, là, ce qu'ils font là, ils s'habillent débraillement. Mais maintenant, je dis, comment genre, de propre. Tu as vu, non? Parce que nos jeunes là, ils sont agités. Et ce n'est pas bon. Nos jeunes là, ils sont agités. Mais ce n'est pas bon. Hein? Bon, aujourd'hui, les jeunes s'habillent de façon dépraillée. Et bon, d'autres portent des jeans déchirés et des habits à ciel ouvert. Le style vestimentaire des jeunes. Bon, la jeunesse, elle s'habille en son temps. Elle s'habille comme à son époque. J'ai mon regard personnel là-dessus. Il n'est pas critique, il n'est pas non plus appréciatif. Mais j'ai quand même mon regard sur le style vestimentaire des jeunes. Ils sont comme ils sont. Je ne vais pas les pointer du doigt, mais ils sont comme ils sont. Voilà. Et parfois, on voit des styles qui sont à décrier. D'accord, on voit des styles qui sont à décrier, mais est-ce que c'est suffisant pour leur porter un regard? Je ne suis pas de leur époque, donc je ne peux pas clairement porter un jugement de valeur sur le style vestimentaire. C'est un peu ça, quoi. Donc, tout ce qui vient de l'Europe, là, c'est ça que nous on copie ici. Donc, on n'a pas à s'imposer. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est obligé de les suivre. Parce que les télévisions, tout ça là, montrent que on les suit. Les habillements, tout ça là. Or, nous sommes africains. Je crois que nos habits nous sied ici. Par exemple, quand moi j'étais au nord à Parakou, les lundis et les vendredis, nous sommes en tenue locale. C'est très beau, c'est joli. Mais quand tu viens à côté, tu portes ça là, on te regarde même pas. C'est comme si tu es venu du village, quoi. Donc, moi, je vois que c'est l'Occident qui nous a colonisés. Et puis, bon, on est obligé de faire avec. Quand tu vas rester dans un groupe, tu es obligé de... C'est tout ce que nous vivons actuellement. Donc, nous, étant conseil jeune, les dit, on va donner une idée, habillé de l'eau ample et non loin. Parce qu'ils ont déjà copié l'Occident de telle manière qu'ils sont déjà habitués à ça. On ne peut leur rien faire par rapport à ça. Mais on peut les conseiller quand même. Quand vous voulez sortir là, quand tu portes l'habit local, c'est très joli et tout ça. Donc moi je crois que c'est les tailleurs qui vont plutôt manager sur ce plan. C'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé à Saint-Domingue, aujourd'hui République d'Haïti, l'insurrection qui devrait jouer un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. L'histoire de la traite négrière commence en 1441 par la déportation des captifs africains vers le sud-ouest du continent européen. Après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, le besoin en main-d'œuvre s'est fait ressentir. Plus tard, elle donnera naissance au commerce triangulaire qui consisterait à échanger des produits européens
contre des esclaves en Afrique, puis de vendre ces esclaves aux Américains en échange des objets de pacotille, du sucre, des boissons alcoolisées, des épices. C'est dans ce contexte que la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est commémorée le 23 août de chaque année. Les premières commémorations de la journée ont eu lieu dans plusieurs pays, notamment le 23 août 1998 à Haïti et le 23 août 1999 à Gorée au Sénégal. Cette journée internationale vise à inscrire les tragédies de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Elle doit être l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi que d'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. Nous sommes à quelques semaines de la rentrée scolaire 2023-2024. Voici l'ambiance qui prévaut sous des bâches de vente de fournitures scolaires dans cette zone à Cotonou. Les revendeurs se plaignent. Le marché est tellement calme, les tasses évoluent de jour en jour sur les produits de l'école, tout ça là. Et aussi, bon, les blancs, pour importer les trucs aussi, c'est un peu difficile. Donc c'est un peu ça qui fait la cherté des trucs. Par exemple des sacs, même des polycopes béninois, c'est un peu cher. Les cahiers aussi, ça a pris beaucoup de prix. Cette année, le cahier qui était à 1200 est venu à 1400. Donc on n'y peut rien. Toutefois, il propose des solutions aux parents d'élèves qui traînent encore les pas. C'est vrai que les parents disent qu'il n'y a pas de moyens financiers, mais il vaut mieux sortir un peu tôt pour payer un peu. Comme ça, à la fin des années, il n'y aura pas des enfants sans fourniture scolaire. Pour rappel, la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour démarrer dès le 18 septembre prochain selon le calendrier scolaire 2023-2024. On va bientôt commencer la rentrée scolaire. Et ça fait déjà bientôt 3 mois que les enfants sont en vacances. Normalement, concernant la rentrée scolaire, on devrait commencer les préparatifs depuis que les enfants sont rentrés en vacances. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à préparer la rentrée scolaire. Et les fournitures sont déjà sur les étalages pour les vendeuses, quoi. Donc, normalement, en tout cas, moi qui suis en train de vous parler, j'ai déjà acheté les fournitures pour mes enfants, ainsi que les tenues de scolaire. Donc, il ne faut pas laisser les enfants errer, parce que les enfants n'ont pas demandé à naître. En tant que parents, on doit faire ce qui est pour nous, parce que nos parents ne nous ont pas laissé nous. On nous a supportés, on nous a soutenus. Donc, on doit supporter les enfants pour que demain, eux aussi supportent leurs enfants. La rentrée scolaire, ça se prépare dès la fin de l'année scolaire en cours. C'est-à-dire, il ne faudrait pas attendre que l'autre rentrée commence ou bien s'approche avant de se préparer pour
les effets scolaires, c'est-à-dire les achats des cahiers, des bics, tout ça là, c'est dès la fin qu'il faut commencer par se préparer. En faisant quoi? Avoir un cahier, quand vous trouvez un cahier 100 pages, paquet, 200 pages, paquet, un à un, il faut s'en procurer. Des bics, il faut s'en procurer un à un, juste pour que le temps ne vous rattrape pas. Parce qu'il y a un adage qui dit, c'est la fin d'une autre que l'autre commence. Que j'exhorte, pour cela j'exhorte beaucoup les parents pour qu'ils fassent tout possible et préparer la rentrée des enfants dans les vacances en fait. Dans les vacances et non à la fin des vacances qu'il faut commencer par courir de gauche à droite, de dire je veux faire des prêts, faire ceci, cela, non. Il faudrait juste qu'ils commencent à acheter les effets scolaires pour les élèves dès maintenant. On parle de cherté de la vie, mais les fournitures ne sont pas si chères. Et les cahiers de 100 pages, le paquet c'est à 1100 francs. Quand on parle de cahiers de 200 pages, c'est à 2000 et quelques. Mais si en tant que parent, on veut faire la vie, on s'assoit, c'est pas 1000 francs on dépense, c'est pas 2000 on dépense plus que 5000. Donc il faut qu'on prenne les enfants au sérieux, il faut qu'on se prenne au sérieux et supporter nos enfants pour que leur avenir de demain soit meilleur. Aujourd'hui au Bénin, on a remarqué que tout est cher. Comme tout est cher, c'est aussi une raison pour celui qui est conscient et qui sait très bien que les choses sont déjà chères, qu'il faut se préparer à l'attente. Parce que toute chose a une préparation. C'est-à-dire qu'il faut commencer dès la base, c'est-à-dire dès la fin de l'année scolaire, en cours. Et ce n'est pas la fin des vacances qu'il faut commencer par courir. Ils auront pas, tout le monde n'aura pas les moyens de s'en procurer. Ça fera que beaucoup de parents n'auront pas la capacité d'acheter les effets scolaires pour les élèves. Je demande aux parents d'élèves de tout faire. C'est une demande que je fais aux parents d'élèves de tout faire pour acheter les fournitures, les sacs aux enfants. Et surtout, ne laissez pas les enfants commencer les classes et du jour au lendemain, on va parler de palu, de vomissement, quoi. Donc, prenez les enfants au sérieux et traitez le palu aux enfants pour que la rentrée scolaire soit une bonne rentrée. Bon, en ce qui concerne la crise du Niger qui s'est produite le 26 juillet passé, vraiment l'importation de l'oignon vers le Bénin est extrêmement difficile. Et les clients qui viennent s'approvisionner au marché international de Dantokpa ne trouvent plus le produit pour acheter parce que le prix a grimpé. Auparavant, lorsqu'il n'y a pas la crise du Niger, nous achetons l'oignon de 150 kg à 30 000, 35 000. Mais lorsque la crise s'est produite au Niger, l'oignon est revenu à 50 000 francs le sac de 150 kg. Et les sacs de 50 kg, avant c'était à 10 000, maintenant c'est revenu à 16 000. Donc nous voulons que le gouvernement et la CEDEAO n'ont qu'à voir la situation des populations pour qu'ils trouvent un peu de soulagement, pour trouver de gain de cause pour ceux qui vont manger parce que la charité de vie là c'est trop cher maintenant, vraiment nous sommes dépassés. Donc le gouvernement n'a qu'à essayer de voir la situation avec la population du Bénin et du monde entier. Ce n'est pas moi seul qui a senti, tout le monde a senti. C'est toute la population qui a senti. Les deux populations, ce n'est pas les deux populations, toute la région de la CEDEAO ont senti. Parce que ça là, ce qui est arrivé maintenant là, ce n'est pas affaire des présidents ou bien des militaires, c'est la population qui est en train de souffrir et c'est lui qui est en train de subir les conséquences. Parce que la population, lui, n'a rien fait. La population est là à cause des présidents et à cause des militaires. Donc, nous, ils n'ont pas besoin de nous faire souffrir.
Et concernant les fermetures des frontières comme ça, là, donc, nous, ce qu'on souhaite au gouvernement, de voir la souffrance des populations et d'ouvrir les frontières pour que les marchandises puissent passer et pour que la population soit satisfaite. Parce que nous avons beaucoup souffert. Tout le monde, ce n'est pas moi seul. Parce qu'avant, si c'est avant comme ça, l'oignon est là et un peu moins cher. Aujourd'hui, par manque d'arrivage, tout le monde est en train de souffrir. Donc, nous souhaitons que le président regarde la souffrance, parce que c'est à cause de la population qui sont là. Ce n'est pas eux-mêmes qui sont venus par gré. Donc, c'est la population qui les a choisis et la population est en train de souffrir derrière eux. Ils n'ont qu'à voir la souffrance des populations. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a entamé une tournée de médiation au Nigeria, au Bénin et au Ghana afin d'aider à trouver une issue à la crise au Niger. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'objectif est de contribuer à une solution politique qui évitera à ce pays et à la région tout entière les retombées d'une éventuelle escalade de la situation. Le président Tebboune a indiqué le 6 août qu'il refusait catégoriquement toute intervention militaire extérieure au Niger, qui représente selon lui une menace directe pour son pays. La CEDEAO se dit prête à intervenir militairement, mais favorise la voie de la médiation. Samedi, une délégation s'est entretenue avec le président Mohamed Bazoum en présence du nouveau Premier ministre Ali Zein. Le général Tiani a annoncé mettre en place un gouvernement de transition sur les 3 prochaines années. Cette option a été fermement rejetée par le bloc régional. En outre, l'instabilité politique à Niamey risque de peser sur l'avancement du projet de gazoduc transsaharien qui doit relier le Nigeria à l'Europe via l'Algérie en traversant le Niger d'ici 2027. Après plusieurs semaines à s'isoler chez eux avant de fuir à pied vers le Tchad, des réfugiés soudanais ont échappé aux milices du Darfour. Dans le camp d'Ora à Adré, à l'est du Tchad et à la frontière avec le Darfour, ils s'abritent désormais sous des tentes fournies par les organisations humanitaires internationales. On nous a indiqué une sortie, mais malgré cela, 4 d'entre nous ont été blessés. Nous avons erré pieds nus dans El Jenina pendant 7 jours, allant d'un endroit à l'autre. Nous n'avions ni eau ni nourriture. Alors que j'étais enceinte de 7 mois, j'ai dû porter mon fils de 4 ans sur mon dos, avec ma fille de 6 ans à mes côtés. Ils sont près de 380 000 Soudanais, principalement des femmes et des enfants, selon l'ONU, à avoir traversé la frontière depuis que la guerre a éclaté entre l'armée et les paramilitaires il y a 4 mois. Le conflit a très vite pris une dimension ethnique au Darfour. J'étais encore enceinte à l'époque. J'ai attaché mon plus jeune dans mon dos et j'ai pris l'aîné par la main. Nous avons commencé à marcher la nuit, pieds nus, jusqu'à ce que nous atteignions enfin la frontière tchadienne. Selon les rescapés, les miliciens arabes abattent des civils uniquement parce qu'ils sont d'une autre ethnie. Plusieurs organisations des droits de l'homme rapportent des passages à tabac, des exécutions et des pillages. Ma femme et mes enfants sont partis avant moi pour le Tchad. Les Janjaouides les ont attaqués en chemin alors qu'ils se trouvaient dans un oued et une balle a brisé la jambe de ma femme. J'ai demandé à l'une des personnes que je connaissais dans les tribus arabes voisines d'emmener ma femme en voiture au centre de soins le plus proche. Mais l'homme m'a confirmé qu'il n'en trouvait pas dans tous les villages environnants. Il m'a conseillé de l'emmener dans un village frontalier du Tchad. Après leur arrivée dans le pays, ma femme a été admise dans un hôpital et maintenant un groupe d'aide s'occupe d'elle dans une clinique. Face aux violences dans cette vaste région où vivent un quart des 48 millions de Soudanais,
L'exode a été massif. Certains ont dû partir pour la deuxième fois de leur vie, revivant les souvenirs amers de la guerre de 2003. Début du dépouillement dans de nombreux bureaux de vote au Zimbabwe après le scrutin présidentiel et législatif de mercredi. Mais ce double vote n'a pas connu le même succès dans tous les centres, des problèmes logistiques ayant retardé l'ouverture de plusieurs bureaux de vote à Harare notamment. C'est une surprise parce que nous sommes venus ici en pensant voter. Mais nous avons été surpris d'apprendre que les bulletins de vote n'étaient pas disponibles. Pour autant que nous le sachions, la commission affirmait qu'elle était plus que prête pour cette élection. Mais il semble que ce ne soit qu'une plaisanterie, qu'un drame et qu'à la fin, nous ne puissions pas dire que cette élection est libre, juste et crédible. Dans ce centre à Kambuzuma, dans la capitale, en début d'après-midi, les électeurs attendaient toujours l'ouverture de leur bureau de vote. Pour permettre aux 6,6 millions d'électeurs de voter, le scrutin a été prolongé d'un jour. Il n'y a pas de bulletin et nous attendons depuis le matin. Alors, nous nous demandons si nous allons voter. Mais je vais dormir ici. Je ne vais pas rentrer chez moi parce que je veux voter. Mes enfants souffrent, pas d'emploi, pas d'éducation. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Alors, je veux voter pour que nous soyons libres. Pourtant, la commission électorale zimbabwéenne avait promis un scrutin crédible, rejetant les appréhensions de l'opposition sur d'éventuels dysfonctionnements. Les électeurs sont amers, très frustrés et déçus. J'avais confiance en eux et je suis très frustré parce que la commission a dit qu'elle était prête. Nous avons d'abord cherché nos noms à l'intérieur, sans succès. Nous y sommes allés une deuxième fois et on nous a montré une liste sur laquelle figuraient nos noms. Mais je ne sais pas si cette liste était bien rédigée. Je suis vraiment très frustré. Je pensais que nos procédures étaient en ordre. L'opposant Nelson Chamisa a dénoncé une volonté délibérée du parti au pouvoir de créer de la confusion pour brouiller les pistes. Des combats d'une rare intensité mercredi à Khartoum. Les forces de soutien rapide ont lancé l'assaut depuis 4 jours sur la base stratégique d'Al-Shajara, l'une des zones de la capitale, où l'armée a encore du terrain, avec des pertes importantes essuyées par les deux camps, selon les habitants du secteur. La base d'Al-Shajara regroupe des unités blindées de l'armée dans le sud de Khartoum. Difficile de savoir le rapport de force sur le terrain. L'armée a depuis assuré dans plusieurs communiqués et vidéos avoir repoussé les attaques des paramilitaires, ce que contestent les pro-d'Aglo qui affirment au contraire avoir pris le contrôle de la quasi-totalité de la base, avec seulement des petites poches toujours tenues par l'armée. Au moins 18 ouvriers travaillant sur un pont ferroviaire en construction sont morts en Inde. Le chantier en cours au-dessus d'un ravin de l'État indien de Mizoram dans l'est du pays s'est effondré mercredi. D'autres ouvriers sont portés disparus et des opérations de sauvetage sont en cours. Le ministre en chef du Mizoram, Zoramthanga, a publié une vidéo sur X, anciennement connue sous le nom de Twitter, montrant une structure métallique qui se détache de colonnes imposantes pour tomber dans une vallée boisée en contrebas. Des représentants du gouvernement de l'État ont indiqué qu'une quarantaine d'ouvriers se trouvaient sur le site lorsque le pont s'est effondré. Le gouvernement versera quelques 2400 $ aux proches des personnes tuées. Les accidents sur les grands chantiers de construction d'infrastructures sont fréquents en Inde. Au moins 20 ouvriers sont morts écrasés dans l'ouest du pays ce mois-ci lorsqu'une grue s'est effondrée au-dessus d'une voie rapide en construction à l'extérieur de la capitale financière, Mumbai. Le chef du groupe paramilitaire Wagner est mort dans un crash d'avion près du village de Kushenkino au nord-est de Moscou mercredi, annoncent les agences de presse russes. L'avion qui devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg s'est écrasé, tuant les 10 personnes à bord. Selon le ministère russe des situations d'urgence, une enquête est actuellement à pied d'œuvre pour confirmer ou infirmer la présence effective d'Evgeny Prigojine à bord du jet privé.
Le patron de Wagner avait été à l'origine enjoint d'une rébellion dirigée contre l'armée russe menée par ces hommes qui avaient brièvement capturé des sites militaires dans le sud de la Russie avant de se diriger vers Moscou. Lundi soir, Evgeny Prigojine était apparu dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où il affirmait se trouver en Afrique et tenir au combat qu'il mène contre le terrorisme sur le continent. Les images renseignent que le patron de Wagner se trouvait dans un lieu désertique. La vidéo apparaît alors que l'agent au pouvoir au Niger a engagé un bras de fer avec la CEDEAO après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. А закон они нарушать не должны. Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не носи.